commencerons donc cette soirée, ce rassemblement en ligne par la reconnaissance des terres traditionnelles sur lesquelles nous sommes. Comme cette rencontre a surtout pour but de parler du Niagara, nous parlerons donc des populations, des traditions des aborigènes du Niagara. Nous commençons ce rassemblement en reconnaissant que la terre sur laquelle nous nous réunissons est le territoire traditionnel des peuples Haudenosaunee et Anishinaabe, dont beaucoup continuent à vivre et à travailler ici aujourd'hui. Ce territoire est couvert par les traités du Haut-Canada et se trouve à l'intérieur des terres protégées par l'accord Dish with One Spoon, Wampum, qui est une ceinture. Aujourd'hui, ce lieu de rassemblement abrite de nombreux peuples des Premières Nations, Métis et Inuits, et la reconnaissance nous rappelle que notre grand niveau de vie est directement lié aux ressources et à l'amitié des peuples autochtones. J'inviterai aussi les participants pour continuer à avoir de l'eau auprès d'eux, parce que cette fois-ci, nous prendrons la tradition africaine qui veut que quand on commence une discussion, il faudrait avoir de l'eau, non seulement parce que ça apaise les discussions, mais aussi parce que ça permet la patience et aussi c'est bon pour se désaltérer tout simplement. Alors, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que l'objectif, avant de parler de l'objectif, il faut que je revienne en arrière pour compléter la mise en contexte dont a parlé Jean-Claude, qui est le fait que cette 8e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone, qui a pour thème « Ma couleur francophone », a débuté le 1er novembre dernier et prendra fin le 7 novembre prochain. Cette semaine est coordonnée par la FCFA sur le plan national et les réseaux en immigration francophone, RIF, dans les provinces et territoires. La Semaine nationale de l'immigration francophone vise à réaffirmer la diversité et l'inclusion au sein des communautés francophones et acadiennes. C'est une belle occasion pour nous, communautés francophones, par le biais de diverses activités, de nous mobiliser et manifester ensemble notre volonté d'éradiquer la discrimination et le racisme. Ma couleur francophone, le thème de cette année, incite à la réflexion. En premier, sur la diversité des couleurs, des ethnies et des cultures dans les communautés. Et ensuite, au-delà de la couleur, sur les différentes formes de discrimination, souvent méconnues ou invisibles. C'est dans ce cadre que le Comité en immigration francophone du Niagara organise ce panel de discussion sous le thème de la communauté devant le miroir, ou comme dirait la chanson de Michael Jackson, The Man in the Mirror. Donc, se regarder dans le miroir. L'objectif majeur de cette rencontre est d'engager la réflexion sur nos responsabilités mutuelles pour contribuer à aider les communautés racisées à faire une introspection, à agir et à susciter le changement de comportement face au racisme et à la discrimination dans nos communautés francophones en situation minoritaire. Les objectifs spécifiques, quant à eux, sont de déclencher une réflexion sur la perception de soi et de la communauté face au racisme et à la discrimination. Susciter la prise de conscience sur les responsabilités individuelles d'abord, collectives ensuite face à cette même problématique du racisme et de discrimination. Et enfin, d'amener la communauté dans son ensemble à développer des habitudes et réflexes porteurs de changement pour tous. La soirée se déroulera de la manière suivante. De 18h10 à 18h15, Franklin Lecam présentera le comité local en immigration francophone du Niagara. À partir de 18h20,
je dirais, je présenterai les panélistes, c'est-à-dire Fete Ngirabatware et Kimpiopi, Jean Taki Rutimana et David Le Gagneur. Après cette présentation, nous aurons 75 minutes, donc entre 18h30, je dirais, et 19h40, qui sera une période de questions et d'échanges avec les panélistes. En tant que participant, vous êtes aussi également invité à poser ou à écrire vos questions par le biais du clavardage ou en levant vos mains, comme l'a tout à l'heure indiqué Jean-Claude. Je donnerai le mot de la clôture et vous inviterai à engager le débat ou à aller à d'autres émissions qui auront lieu ou événements qui auront lieu dans la semaine. Alors, sans plus tarder, Franklin Lecam, je te laisse la parole. Merci Nafé, bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Alors, je représente ce soir le comité en immigration francophone du Niagara, en abrégé le CLIF. Alors, le CLIF est un mécanisme mis en place par le réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest pour concerter les parties prenantes sur les enjeux de l'immigration francophone dans une région. Le CLIF est également un dispositif pour appuyer les parties prenantes de la région sur l'enjeu de l'immigration. Le CLIF a été créé en février 2009 et compte 7 membres, dont l'ABC communautaire, le Centre de santé communautaire Hamilton Niagara, CERF Niagara, le Conseil scolaire catholique Mon Avenir, le Conseil scolaire Viamonde, Sophie Franc, le réseau en immigration francophone Centre-Sud-Ouest de l'Ontario. Il faut aussi noter qu'il y a un agent de projet du RIF CSO qui est disponible pour coordonner les rencontres, les initiatives et les activités du CLIF. Alors, parlons maintenant du mandat du CLIF. Comme mandat, le CLIF assure une concertation sur les enjeux de l'immigration francophone dans une perspective de recherche de solutions. Le CLIF a également pour mandat de promouvoir des partenariats avec des intervenants locaux de différents secteurs, dont communautaires, privés, parapublics, gouvernements et municipalités. Également de créer un véritable cadre stratégique de collaboration entre les partenaires francophones et anglophones locaux autour des enjeux de l'immigration francophone. Exercer une veille sur les tendances en immigration francophone dans la région dans le but d'identifier les besoins, les lacunes et les atouts de la communauté et des immigrants en fonction des différentes étapes du continuum de l'établissement. Élaborer et mettre en œuvre un plan local en immigration francophone répondant aux besoins d'accueil, d'établissement et de rétention des immigrants et de la communauté. Et enfin, collaborer de manière globale à la mise en œuvre du plan d'action en immigration francophone du RIF CSO. Voilà, chers amis, en d'autres termes, qui est le comité local en immigration francophone du Niagara. Merci. Nafé, je te remets la parole. Merci beaucoup, Franklin. Alors, sans plus tarder, je présenterai les panélistes de ce soir. D'abord, nous aurons Madame Fete Ngirabatware Kimbiobi, qui est née en République démocratique du Congo. Elle a fait ses études en France et elle vit au Canada depuis une vingtaine d'années, dans la région du Niagara depuis plus de 15 ans. Elle est directrice et cofondateur de l'organisme francophone Sophie Franc. Elle est écrivaine et autrice de 3 livres, dont 2 écrits au Canada et publiés au Canada. Madame Kimpiopi est motivatrice communautaire, panéliste à diverses rencontres culturelles et artistiques provinciales et nationales,
C'est une conférencière émérite à divers colloques internationaux sur la philosophie et la sagesse africaine en Afrique et en Europe. Elle est membre également du Conseil des gouverneurs depuis la création du Conseil des gouverneurs en 2016 de l'Université de l'Ontario français. Elle a eu la chance de passer toutes ses vacances au village, là où la nature chuchote sa sagesse à ceux qui ont des oreilles pour entendre, la patience pour écouter et l'éloquence pour compter. Sa devise est « Là où tu es semé, il te faut fleurir ». Notre deuxième panéliste, Jean Takiroutimana, est professeur-chercheur, linguiste et professeur au département des langues et littérature moderne de l'Université Brock. Il est membre fondateur d'un comité qui milite pour la reconnaissance et la promotion du patrimoine africain à Brock, ce même groupe qui a mis sur pied le nouveau programme interdisciplinaire d'études afro-diasporiques à l'Université Brock. Jean est activement impliqué dans la création et le renforcement des liens entre son institution académique et les communautés environnantes, plus particulièrement avec les communautés francophones. Il aime apporter, comme il le dit, sa contribution au changement. Notre troisième panéliste de ce soir sera David Le Gagneur, qui est né en Haïti. Il a fait ses études universitaires à l'Université des hautes études commerciales et économiques avec une licence en comptabilité. Il est arrivé au Canada en 2003. Il a aussi une maîtrise en administration de la gestion des coopératives à l'Université de Sherbrooke. Il est moniteur de langue pour le ministère de l'Éducation. David a un baccalauréat en éducation de l'Université d'Ottawa et c'est un enseignant aussi bien au Collège Boréal qu'à Niagara College. Depuis 2018, il enseigne à l'Université Brock dans le programme ou le département des langues modernes. Écrivain, il aime mener des actions pratiques et constructives pour l'épanouissement de la communauté. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci d'être présents et d'avoir accepté cette invitation. Alors, sans plus tarder, je passerai aux questions. La première question que nous avons reçue est celle-ci. Pensez-vous avoir une part de responsabilité dans la discrimination dont vous êtes victime en tant qu'afro-descendant ou personne de couleur? Je commencerai par Madame Fété. Pouvez-vous prendre la parole, s'il vous plaît? Merci bien. Merci beaucoup, Nafé. Avant de répondre à la question, je vais d'abord remercier le réseau pour avoir organisé cette rencontre qui est extrêmement importante dans le cadre, bien sûr, des activités annuelles du CLIF. Et ça tombe très bien parce que l'événement de George Floyd aujourd'hui a permis à la communauté et permet à la communauté noire en particulier, mais disons des personnes des minorités visibles de façon générale et les Noirs en particulier, de réfléchir sur ce qui leur arrive et de parler de pouvoir parler de cette problématique en fait qui est récurrente, qui est permanente. Elle n'est même pas récurrente, elle est permanente. Alors donc, je dirais ceci, merci beaucoup encore au réseau, merci à mes co-débatteurs et c'est pas qu'on va débattre ensemble, mais en fait, ceux qui sont avec moi sur le panel. Alors, pour entamer cette question que tu me donnes, avant, je ne peux pas répondre directement. Je vais me référer d'abord au thème du jour, la communauté devant le miroir. En fait, c'est une question qui est posée à notre communauté. Avons-nous une certaine part de responsabilité dans ce qui nous arrive? Alors, en tant que communauté, la communauté, c'est un regroupement de personnes, n'est-ce pas? Des individus qui sont ensemble par affinité, ça peut être linguistique, ça peut être racial, ça peut être social, etc.
La communauté devant le miroir, avant de savoir si je suis responsable ou pas, la question à se poser par rapport à ce thème de ce soir, c'est qu'est-ce que je vois, moi, en tant qu'individu appartenant à une communauté, quand je suis devant ce miroir? L'image que je vois de moi est-elle conforme à ma vérité, à ma réalité, à ce que je suis profondément, ou bien est-ce un drapage, disons, un peu comme les couches d'oignons qui sont les unes après les autres, qui finissent par couvrir le cœur de l'oignon? Est-ce moi ou est-ce une reproduction ou bien une projection de moi-même? Parce que si on doit parler de responsabilité, on doit regarder quelle est la perception que moi, en tant qu'individu, et que notre communauté en général, projetons de nous-mêmes, qui fait que 300 ans après l'abolition de l'esclavage, plus de 300 ans et plus de 60 ans après la fin des colonisations en Afrique, certains comportements ne changent pas. Jusqu'à présent, nous avons toujours dénoncé le racisme. Nous avons toujours pointé cette stigmatisation, cette discrimination dont nous faisons l'objet. Je pense que sans avoir des solutions extrêmes, mais est-ce que ce panel nous donne l'opportunité de réfléchir là-dessus en termes de est-ce que effectivement nous n'avons pas ou je n'ai pas une petite part de responsabilité par rapport à l'image que je projette à l'extérieur de moi-même et que les autres perçoivent et qu'en guise de réaction, ils se comportent comme ils le font depuis la nuit des temps, parce qu'on ne va pas dire ce n'est pas une époque, c'est une situation qui est permanente. Alors, cette image devant le miroir, elle est extrêmement importante dans les discussions de ce soir. C'est Parce vrai. qu'elle est à... Pardon? Je dis c'est très vrai. Parce Comme qu'elle nous est à la avons... base, elle est à la base des réactions que nous subissons, en fait, ou bien que nous recevons. Je ne veux pas parler de victimes, nous ne sommes pas victimes. Dans la dynamique de la vie, excusez-moi, je ne veux pas être philosophe, mais en général, c'est du donnant-donnant, c'est bidirectionnel. J'envoie et quelqu'un reçoit et me renvoie. Alors donc, on ne va pas se plaindre, on ne va pas entrer dans la victimisation. Je pense que je voudrais que ce soir, il y ait un débat, excusez-moi le mot, je vais l'utiliser, excusez-moi les féministes, mais il faut un débat viril ce soir. Voilà, je l'ai dit. Alors donc, Merci. c'est ce que je peux dire à ce premier stade. D'accord. Merci bien. Et ça rejoindra une autre question qui viendra plus tard. David, aimerais-tu ajouter quelque chose à cette première question? Es-tu d'accord avec ce que Maman Fété dit? Comment tu la sens? Définitivement, je pense que Maman Fété l'a abordé dans le sens que je voudrais. Et je trouve aussi que le fait de se responsabiliser est une action louable. Parce que vous trouvez que se comporter en victime peut être vu de manière très péjorative. Ce qui veut dire, et le fait d'abord de se responsabiliser, de faire son autocritique, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un tel traitement? Ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour changer ceci? C'est extrêmement important de le faire parce que si on parle de ceci, on devient plus crédible, je trouve. Et dans le sens, je trouve que je ne veux pas non plus déresponsabiliser ce qui nous arrive. Il y a un système, il y a une évidence. On ne peut pas aller contre ce qui est là. Il y a un système préétabli, c'est systémique. Quand c'est systémique, ça veut dire que c'est reconnu qu'il y a un problème qu'on doit faire face. Mais je trouve que c'est louable de notre part de le voir dans le sens que d'abord, on fait notre autocritique pour voir qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour être dans une situation de même. C'est ça. Ou qu'est-ce qui a permis qu'on soit dans cette situation-là? Exactement. Donc, ce qui veut dire, je trouve que le fait de faire cette autocritique, c'est très intéressant comme approche ici. Aussi, quand on parle d'un élément systémique, ça veut dire qu'on est face à un fait.
On n'est pas en train de faire une diagnostic. Ça existe déjà. Maintenant, comment contourner ceci? C'est extrêmement important. Et puisqu'on ne peut pas nier les évidences, les preuves sont tangibles, c'est à nous maintenant, comme communauté, de réagir après avoir accepté éventuellement des responsabilités mutuelles dans ce processus. Merci infiniment, David. Je demanderai donc à Jean maintenant de nous joindre et de nous donner sa petite perle de sagesse, d'ajouter ou de retirer de ce qui a déjà été dit. À toi, Jean. Merci beaucoup, Nafé. Je ne vais pas contester ce qu'ont dit les autres panélistes. Plutôt, je l'applaudis. Je l'applaudis des deux mains et peut-être même des pieds, comme disait quelqu'un de chez moi. Il est incontestable qu'il y a du racisme systémique, mais on ne peut pas refuser le fait qu'on ne peut pas nier le fait que nous avons chacun parmi nous a sa part de responsabilité. Au niveau individuel, je dirais que ma part de responsabilité se manifeste surtout lorsque j'intériorise une image négative de moi-même. Nous reviendrons peut-être sur cette dimension, une image négative que l'on a voulu me faire adopter à travers un système scolaire, un système de domination coloniale, etc., d'esclavage, qui veut faire de moi moins que personne humaine. Et quand j'intériorise cette image-là, je suis en train d'être responsable de ce qui m'arrive, alors que nous savons que nous venons d'un continent qui a connu beaucoup de gloire, une histoire riche, berceau de l'humanité, et nous venons d'un continent où les repères culturels sont très importants. Et chaque fois que j'oublie de me référer à ces repères culturels ancestraux, je deviens responsable de ce qui m'arrive. Je deviens responsable de ce qui m'arrive aussi chaque fois que j'assiste à des scènes de racisme dirigées contre d'autres personnes ou dirigées contre moi et que je reste silencieux, que je n'ose pas parler, dénoncer. Je deviens responsable de ce qui m'arrive aussi lorsque j'oublie que j'appartiens à une communauté et que moi tout seul, je n'arriverai pas loin. Chaque fois que j'oublie cette solidarité communautaire, je deviens responsable de ce qui m'arrive, ce qui arrive à ma communauté. On pourra peut-être parler de tout cela un peu plus en détail. Je deviens aussi, j'ai une part de responsabilité lorsque j'essaye de me révolter contre des lois que je trouve injustes. Alors que ces lois ont une logique, une dynamique qui ne se change pas juste parce que je me révolte, parce que je ne les accepte pas. Il y a des façons de les changer, de vouloir les changer, et ça ne se fait pas individuellement, ça se fait communautairement. Je m'arrête là pour le moment. Oui, merci bien Jean. Et vos réponses ont en fait entraîné la deuxième question qui va suivre. C'est vrai que le fait, comment dire ça,
de vouloir prendre la responsabilité en se positionnant et donc en se réidentifiant par rapport à un système qui vous dit que vous n'êtes pas ce que votre identité profonde est, nous sommes en face déjà d'un très gros dilemme et d'une dichotomie identitaire. Ce qui amène ma deuxième question qui est: quelle image de vous voyez-vous dans le miroir symbolique de notre thématique de ce soir? Je vous la rappelle, la communauté devant le miroir. Je commencerai par Maman Fité. Justement, je pense que j'avais un peu touché Oui. à la question tout à l'heure. Effectivement, l'image que tout un chacun, chacune se voit dans le miroir est extrêmement importante. Et à propos de cette image-là, la question est celle-ci. Nous sommes, nous, des parties réellement du formatage, parce que n'oubliez pas que à travers tous ces siècles, enfin, la durée de, que ce soit la colonisation ou l'esclavage, il y a une image de nous-mêmes qui nous a été présentée, inculquée, et en fait que nous avons fini par prendre comme étant la réalité. Et le grand problème pour nous autres qui nous regardons dans le miroir en nous voilant la face est que nous vivons dans le faux et nous projetons aussi une image fausse de nous. Et c'est cette perception, c'est la perception de cette image qui reçoit la réponse que nous recevons régulièrement. Donc, pour rejoindre David qui se posait la question, qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous n'avons pas suffisamment fait ou nous n'avons même pas encore abordé? C'est ici que se pose réellement la question. Quand on se voit dans le miroir, après qu'on se soit dépouillé de tous les artifices que nous nous mettons pour cacher que ce soit nos cheveux parce qu'on nous a dit que les cheveux crépus, c'était pas bon. Et puis après, bon, on avait, excusez-moi, l'anatomie aussi, on a touché à beaucoup de parties, surtout de la femme, pour critiquer que c'était pas bien. Ça a fini par créer un certain complexe. Cette personne-là dans le miroir que nous ne voyons plus forcément parce que nous nous sommes recomposés une image qui soit politiquement acceptable, correcte à nos yeux et aux yeux de la société. Donc, ce racisme systémique a conduit à la création d'une image qui n'est pas la réalité, qui n'est pas vraie, qui est fausse. Et donc, quelque part, à la perte un peu de qui nous sommes véritablement. Enfin, je parle pour moi quand je me vois ou je regarde autour de moi dans le miroir. Ce que très souvent, ce que nous voyons ne reflète pas ce que nous sommes. C'est vrai. Puisque ce que nous sommes, nous avons déjà oublié ça depuis longtemps et que même nous cachons ça parce que nous avons honte de ce que nous sommes. Parce qu'on nous a appris que ce n'était pas beau, c'était pas joli. Et voilà, une personne correcte devait être comme ci, et puis il y avait des critères qui étaient donnés. Et nous avons tout fait pendant toutes ces années, tous ces siècles, à tout faire pour nous conformer à une image qui n'est pas nous, je pense. Merci, Maman Fité. Et donc, c'est ça un peu la question et c'est ça un peu le problème quand on en vient à regarder l'image devant le miroir. Merci. Que voyons-nous? Donc, c'est pour te résumer, une intériorisation. D'abord, on a été convaincus d'être ce que nous ne sommes pas. Nous l'avons intériorisé. Et ensuite, c'est ce que maintenant on nous renvoie comme quoi ce n'est plus nous. David, ton avis dessus? Et si tu permets, je vais prendre une autre avenue parce que Maman Fité a pratiquement tout dit. Hein. Et je vais prendre une autre avenue par rapport à mon image de miroir. Je trouve que, et dans un premier regard par rapport à mon expérience au Canada, je trouve que quand je me regarde dans le miroir, le regard, c'est comme une photographie. C'est l'instant présent. Donc, ce qui veut dire,
Et pour aller un peu à l'opposé de ce que disait Manfété, qui expliquait super bien, et l'image dans le miroir, je me dis que mon regard, il est beaucoup plus dynamique, je dirais plus évolutif. Il faut voir que, comme immigrant, j'ai été accepté par un pays d'accueil que je respecte beaucoup. Au début, j'avais beaucoup de gratitude. J'ai beaucoup de reconnaissance. Le fait de m'accueillir et de me permettre d'évoluer, c'est extrêmement important. Et il faut l'être, cette reconnaissance. Il ne faut pas l'oublier, je trouve. Mais puisque c'est évolutif, avec le temps, je me suis rendu compte que toute cette joie, tout ce bonheur, on commençait à avoir un peu de peine, de déception. Et là encore, je veux responsabiliser personne. Hein. Cette déception, c'est un peu, je me voyais comme étant incompris. Donc, dans le miroir, je voyais beaucoup d'images superposées sur une ligne de temps. Et c'est là que je me suis dit, alors là, je parle de ce bonheur, de cette reconnaissance à une déception. C'est là que revient, là maintenant, suis-je responsable? Ai-je quelque chose à voir dans tout ceci? Donc, je veux aussi arriver, comme je l'ai dit tantôt, de cette image dans le miroir, je ne vais pas voir une victime parce que dès qu'on voit une victime, je le vois de manière péjorative. Et je me dis qu'on doit s'écarter de ceci pour bien comprendre la réalité de ce que nous renvoie le miroir quand on se regarde. Donc, et si je veux terminer, je me vois comme quelqu'un de rassembleur, c'est vrai. Je le vois aussi quelqu'un qui se bat pour le respect mutuel et bien sûr qui veut promouvoir un milieu exemple de toute discrimination. Et si tu permets, pour terminer, Nafé, je dirais que si je voulais aborder mon regard de ce côté extrémiste, je dirais que c'est un refus. Quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un qui refuse d'accepter un ordre préétabli. Merci. Parce que cet ordre-là, il revient à nous autres de travailler pour changer ce système qui ne nous convient pas. Tout à fait, tout à fait. Merci bien. Donc, Jean, toi qui es justement dans un système éducatif, comme David d'ailleurs, que dis-tu de cela? L'image dans le miroir, qu'en dis-tu? Par rapport à toi en tant que professeur, mais aussi tes étudiants et tout ça, comment se voit-il? Je vois une image dynamique, une image changeante, mais une image persistante de moi-même. Je vois dans ce miroir, je me vois comme un digne fils d'un continent africain, et c'est une image persistante, celle-là. Je l'ai tout le temps, et j'y tiens, et j'insiste pour me voir sous cet angle-là. Malheureusement, ce n'est pas une image aussi solide que ça parce qu'elle fait face à des bourrasques ou de la fumée qui vient parfois rendre flou mon image. Mais elle est toujours là. J'ai toujours cette image de la terre, couleur de la terre, pas noire, hein, pas une couleur noire. Je reviendrai peut-être à cette idée-là plus tard, mais l'image de couleur de la terre, terre du continent africain, si je peux me permettre d'être un peu poète à ce niveau-là. Et je vois aussi une image qui apporte une couleur supplémentaire dans la francophonie nord-américaine. Je vois une image de moi qui apporte un peu plus de couleur dans les différentes images des peuples du monde. Et je vois aussi dans ce miroir parfois une image que la fumée négationniste essaie de faire disparaître.
je revois chaque fois ce monsieur qui arrive dans un bureau, dans un laboratoire de recherche où je suis, et qui s'étonne et dit, mais tiens, il n'y a personne ici? Je dis, mais Je suis là. je suis là. C'est-à-dire, j'ai mon image là, visible, ferme, mais lui, il ne la voyait pas, ou il essayait de ne pas la voir. En tout cas, je peux m'arrêter là pour l'instant. C'est absolument parfait, Jean, parce que justement, ça mène à notre deuxième question qui est, étant donné que les couleurs sont généralement porteuses de connotations, quelle connotation attaches-tu à ta couleur de peau au sein de cette francophonie? Je commencerai par toi, justement, Jean, pour que tu continues la discussion dessus. Merci beaucoup. Ma couleur, la couleur de mon image, comme je l'ai dit, ce n'est pas une couleur noire. Ce n'est pas non plus une couleur quelconque, parce que physiquement, du point de vue physique, optique, l'image, la couleur noire, c'est une couleur qui absorbe toute la lumière. Absolument. Et n'émet aucune. La couleur blanche, c'est une couleur qui reflète toute la lumière qui la frappe et n'en garde aucune. Donc, techniquement, il n'y a pas de couleur noire, il n'y a pas de couleur blanche. Les couleurs, la couleur de ma peau et la couleur de la terre. Okay. Je refuse toujours de dire que c'est une couleur noire, parce que le noir dans la culture occidentale est une couleur qui connote la négativité, tandis que la couleur blanche est une couleur qui connote la positivité. Mais moi, je ne suis pas négatif et les autres ne sont pas non plus entièrement positifs. C'est une couleur de la terre, une couleur qui apporte des teintes qu'on ne trouve pas partout, surtout dans le monde occidental. Et c'est une couleur qui apporte peut-être une connotation positive, vibrante dans la couleur arc-en-ciel de la francophonie. Oh, c'est beau, c'est beau. Et donc, Maman Fété, que dis-tu de ça? Que penses-tu de ça? C'est très beau, Jean. Ce soir, tu es vraiment... C'est un poète. Très poétique. Bien, moi, par contre, je dirais que oui, je suis noire et je suis vraiment fière d'être noire. Et c'est vraiment une affirmation. Et nous, les Noirs, puisque les races ont été divisées en couleurs, quand vivant à l'étranger, et c'est ça qui me fait, qui me touche le plus, de voir que notre couleur devient un problème, et c'est surtout pour les enfants, les plus jeunes. Quand vous entendez, par exemple, les Noirs dire que nous sommes des Bruns, on refuse d'assumer la couleur, effectivement, parce que la couleur noire dans la culture occidentale, en fait, le mot noir, le vocable noir même dans la culture occidentale, a pris une connotation tellement négative. Tout ce qui est noir, tout ce qui est négatif, en fait, c'est noir. Et c'est parti même des humains à l'époque de l'esclavage et de la colonisation. Il y avait comme une sorte de volonté vraiment comment dirais-je, presque de culpabiliser les Noirs de porter cette couleur noire. Et pourtant, la race noire, c'est la race racine. Qu'on le veuille ou pas, c'est la race racine. Et ce qui est fantastique, c'est que la femme noire est la seule capable de mettre au monde un enfant blanc, l'albinos. C'est pas drôle, ça? Hein? Tout blanc, alors. Donc, je pense que c'est une discussion, en fait, normalement, qui devait être sans objet, mais considérant ce qui se passe, le cadre dans lequel nous vivons, je pense qu'il est extrêmement important.
Et c'est pour ça que cette conversation est d'autant plus importante parce qu'elle nous donne l'opportunité de remettre en valeur, de remettre en perspective, mais de revaloriser qui nous sommes véritablement. Pour moi, ma démarche est que le noir soit fier d'être noir et l'affirme. Quand on voit ce qui s'est passé à Ottawa, à l'Université d'Ottawa, on ne va pas entrer dans ça. Mais en même temps, ça nous rappelle quand même que le mot négritude, souvenez-vous, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, ce sont ces gens qui ont magnifié la négritude, la race noire. Il y a eu un festival des arts nègres à Dakar. Ok, merci. Alors donc, si on tient compte de tout ça, c'est clair et net que nous ne pouvons pas jouer le jeu de la race, des couleurs, etc. et tout ça, quelque part, je pense que c'est contribuer à exacerber des situations qui existent, attendez, il ne faut pas nier ça, mais qui ne devraient pas avoir autant d'importance qu'on veut bien leur donner. Merci. Moi, personnellement, là, je veux marcher un peu comment dirais-je, à contrario de gens. Je suis noire, je suis fière d'être noire. Mais noire jusqu'à la moelle des os et très fière de l'être. Merci, Maman Pété. Nous avons une main qui est levée. OK. Il y a Kankou Kamara qui a levé la main. D'accord. OK, allez-y. Oh, je n'entends pas la question. Allô, Kankou? Peut-être ce serait mieux de l'écrire. Ben, mets ta question dans le chat. Oui, parce qu'actuellement, tu es en mute. Donc, on pas ouvert le micro. Voilà. Si, ouvrez votre micro. Merci, Jidiri. On ne vous entend toujours pas. Jean-Claude, tu devrais peut-être libérer les micros des gens. Oui, je libère, mais elle agit dessus là-bas. Maintenant, tu continues le temps qu'elle puisse... Oui, ok, d'accord. Okay. Alors, vous m'entendez? Oui, là, ça va mieux. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Comme vous pouvez voir sur l'écran, mon nom est Garlin Sterling. Alors, merci pour le sujet d'aujourd'hui. Moi, mon avis, c'est nous sommes tous enfants de Dieu, que l'on soit noir ou blanc. Donc, j'assume que je suis noire et je suis fière de l'être. De mon point de vue, je ne pense pas qu'il y a une couleur qui est beaucoup plus belle ou beaucoup plus laide que d'autres, car nous sommes tous des êtres humains. Donc, que l'on soit noir ou métis ou blanc, nous devons remercier le Créateur et d'être fiers, d'être en vie, d'être fiers que nous avons toute cette multicolorité qui nous vient de partout, cette multidimensionnalité de races qui nous apprennent l'une des autres la belle couleur de la vie. Donc, c'est très important que nous soyons non seulement fiers de nous-mêmes, mais de respecter les autres couleurs, les autres races, les autres nations, parce que nous sommes tous égaux. Nous avons le cadeau d'être en vie, de respirer. Donc, c'est un cadeau de Dieu. Et la nature dont nous avons, nous devons être reconnaissants de ça et nous traiter avec respect, avec beaucoup d'amour. Merci beaucoup. J'aimerais revenir, est-ce que vous voulez commenter dessus? Panéliste, David, as-tu quelque chose à dire? Je reviendrai sur toi, Jidiri, dans une seconde. Oui? Alors... Vas-y, David. Non, je passe la parole à Jidiri? OK. C'est à toi, Jidiri. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Et
quand j'ai pour la première fois lu ce thème, se regarder dans le miroir, j'ai malheureusement pensé à une adresse qu'un des premiers ministres de l'Alberta a faite aux Albertains qui devaient se regarder dans le miroir pour la qualité de l'économie qui est la leur. Et c'était en période électorale, hein, au préélectoral. Ça lui a coûté cela. Malheureusement, il est décédé, pas de cela, mais d'un accident. C'est Jim Prentice. Mais en vous suivant, le moral me revient. Parce que vous n'êtes tous les panélistes, merci beaucoup, parce que vous n'êtes pas en train de vous semblez pas vous moquer de moi, comme pour dire que toute la responsabilité du racisme repose sur mes épaules. Non, au contraire. J'ai une anecdote quand mes enfants étaient encore à l'élémentaire. Mon fils a été frappé par une enseignante. Et c'était quelque chose que je ne pouvais pas croire en ce pays. Et quand mon fils est venu me le dire, je dis, ben, ça se peut pas. Ça se peut pas. Il va falloir que tu me dises comment ça s'est fait. Est-ce que c'est pas une tape qu'elle t'a faite à l'épaule ou au dos, ou je sais pas. Mon fils m'a montré comment ça s'est fait. Il m'a frappé là où on l'a frappé. J'ai senti que c'était vraiment frappé. Pour être plus bref, les choses sont arrivées à la direction, pas au conseil scolaire, parce que je ne suis pas aussi sadique pour faire perdre à quelqu'un sa job. À la direction, ben, j'en ai parlé à la directrice et puis je lui ai dit, ben, cette école, je ne vais pas la nommer, cette école faisait ma fierté jusqu'au moment où mon fils s'est fait frapper par une enseignante au Canada. Je ne peux pas croire. Alors, la directrice m'a promis, parce que c'était au téléphone, elle m'a promis de faire des enquêtes et elle allait me revenir le plus rapidement possible. Elle avait parlé du lendemain, mais elle m'est revenue le même soir. Elle a dit, j'ai fait des enquêtes et il s'est avéré que c'est vrai que l'enseignante a frappé ton fils. Dit, alors, de là, où est-ce qu'on va? Alors, et pourquoi je dis cela, vous allez le voir. On s'est fixé un rendez-vous à l'école et puis la directrice a appelé mon fils et puis elle a appelé l'enseignante. J'imagine qu'elle s'était parlé avant que nous ne venions et l'enseignante est venue pour s'excuser d'avoir frappé mon fils. Et la directrice a dit, mon fils était presque au point de dire, ben, c'est parce que j'ai fait. La directrice a dit, non, quoi que tu aies fait, tu n'as pas à te culpabiliser. Il n'y a personne qui a le droit de frapper qui que ce soit, enseignante fut-elle. Donc, pour dire que si on demande à quelqu'un de se regarder dans le miroir, nous risquons de dire que ce qui nous arrive, nous le méritons. Mais non, on se regarde dans le miroir pour prendre la responsabilité, comme vous l'avez si bien dit. Et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, J.D. Merci d'avoir partagé cet événement assez émotionnel et très fort, hein, et traumatique aussi pour la famille. Je comprends très bien que ça n'a pas dû être facile, mais que cela ait pu se régler comme ça et de voir que même dans le regard de l'enfant, n'est-ce pas, il trouvait déjà des excuses à l'adulte. Et c'est vraiment ça la communauté dans le miroir, c'est-à-dire que il faudrait qu'on prenne nos responsabilités, qu'on voit où se trouvent nos torts, mais aussi où se trouve notre force et où nous existons en tant qu'individus à part entière. Ceci m'amène à ma quatrième question,
qui est celle de savoir, vu ce que vient d'expliquer Djidiri et tout ça, pourquoi avez-vous décidé de faire carrière dans la diaspora alors que votre pays d'origine semble avoir plus besoin de vos talents? Tu as été tranquille, David, alors je commencerai par toi, si tu ne vois pas d'inconvénient. Ah non, je ne m'endormais pas là, je vous Je suivais sais. tout à fait. Écoutez donc, et je ne sais pas comment c'est, est-ce que c'est la même réalité pour tout le monde, mais je me dis que côté, Haïti est un pays qui est instable depuis plus de 50 ans. Et il se trouve que cette instabilité est non seulement politique, mais économique. Donc, ce qui veut dire, il se trouve que par la force des choses, on se dit que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir atteindre certains objectifs que notre pays ne permet pas, il faut immigrer. Je me suis trouvé dans ce groupe où il fallait que j'immigre pour essayer d'atteindre mes objectifs et aussi donner à mon enfant un meilleur futur. C'est sûr que, et maintenant de nos jours, il se trouve que dans mon pays, malheureusement, le taux de criminalité est en hausse, il y a le kidnapping qui est en vogue. Donc tu te dis que comment élever un enfant, tout devient effroyable. Donc il fallait que je laisse mon pays. Il fallait que j'aille voir ce que je pourrais faire à l'extérieur. C'est sûr que ce qui est pénible de nos jours, malgré le fait que je sois dans l'enseignement depuis plus de 15 ans en Ontario, et je me suis toujours dit à ma retraite, je veux retenir dans mon pays. Je veux y retourner. Mais je me rends compte que sans le vouloir, je suis un exilé à vie. Parce que par rapport à ce que je vois maintenant, par rapport à la situation actuelle, mon pays n'est pas meilleur qu'il y a 20, 30 ans. Ce qui veut dire, par la force des choses, on se retrouve ici. Et oui, c'est sûr que c'est... mais on se rend compte, c'est pas évident qu'on va retourner bientôt. Ça, c'est ma réalité. Donc, et même par rapport à mes études, que dans mon pays, à l'époque où j'ai dû aller d'abord au Mexique et venir au Canada, il n'y avait pas de programme de maîtrise. Donc, si tu voulais faire des études supérieures, il fallait absolument que tu laisses. Mais, ce qui est étrange, mon pays est aussi pauvre qu'il est, la diaspora contribue à environ 4 milliards de dollars pour garder ce pays en vie. Ce qui veut dire, ce n'est pas un choix facile. Souvent, je dis souvent que immigrer n'est pas un choix facile. Tu laisses tout derrière toi pour te refaire pour une autre vie, pour recommencer. Et souvent, on te voit comme, oh, tu es un élu, tu es heureux, c'est super, tu es dans un pays développé où tout te sourit. Mais je trouve que ça a été, c'est ce que je voulais, mais je me suis rendu compte, c'est la décision la plus difficile d'une famille. De laisser toute ta culture, tout ce que tu as connu, toutes tes valeurs pour recommencer dans notre pays. Je ne vais pas donner l'impression de me plaindre, mais je me dis que c'est quand on immigre, c'est vrai que c'est péjoratif de le voir de même. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on immigre dans un pays de même. Souvent, les gens, tu vois, quand tu arrives, oh, ton pays est pauvre, tu viens ici pour avoir une meilleure vie, mais non. On avait une belle vie dans nos pays. Mais l'instabilité politique, l'instabilité économique nous force à partir. Et c'est extrêmement important qu'on puisse se comporter de cette manière, sinon on va voir nous autres comme immigrants comme des personnes qui cherchent une vie meilleure qu'on n'avait pas dans notre pays, mais ce n'est pas forcément le cas. Je préfère rester ici parce que je vais donner la chance aux autres panélistes d'intervenir sur le sujet. Merci beaucoup. Merci vraiment, David. C'est vrai que
les problèmes économiques font que nous avons cette discussion aujourd'hui. Mais avant de conclure sur la question, je demanderai à Mama Fété de donner son point de vue sur pourquoi partir. Pourquoi partir, tout quitter, sa famille, sa culture, sa terre, comme disait Jean tantôt, pour venir en lieu et en espace étranger où finalement, en partant, on décide de mourir à soi. On décide de mourir à soi, on décide de mourir à sa famille, parce que même si on repartait, comme tu le disais, David, on ne serait plus les mêmes. Donc, on serait même un peu exilés, même si on repartait chez nous. Donc, si Mama Fété veut bien répondre à la question, sinon je passerai à Jean et puis je reviendrai à Mama Fété ensuite. Je vais aller très vite. Il y a plusieurs raisons qui poussent les gens à immigrer, donc ça dépend. Il n'y a pas une seule raison, c'est plusieurs raisons. Moi, en ce qui me concerne, c'était la guerre, je n'avais pas le choix, il fallait partir. Mais en même temps, je rappelle ici ma devise, là où tu es semé, il te faut fleurir. Quand on quitte, par exemple, comme tel que nous l'avons quitté, on avait une situation qui était fantastique de l'autre côté. On n'avait jamais de ma vie, j'aurais pensé même dans mes cauchemars qu'un jour je serais immigrante dans un autre pays. Mais heureusement, je suis tombée au Canada et c'est un pays que j'aime beaucoup et qui m'a donné l'opportunité de me réaliser aussi sur d'autres registres dans le communautaire. Je le faisais chez moi à titre absolument bénévole et philanthropique, mais ici, je le fais vraiment à titre professionnel. J'ai appris, je me suis comment la perfectionner dans le communautaire. Donc, c'était pour des raisons tout simplement de survie politique, pas économique. Économiquement parlant, il n'y avait pas de problème, mais c'est surtout de survie politique. On était taclés tel qu'on était, il fallait absolument faire sortir la famille. Et donc, on s'est retrouvés dehors au Canada. Et quand on est immigrant, je rejoins David là-dessus. Le regard qu'on a sur l'immigrant, parfois, c'est un pique-assiette, ce sont des pauvres. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Les immigrants sont très éduqués en général. Et puis, je dis toujours, pour arriver, n'arrive pas au Canada qui veut. Quand on voit tout le filtrage qu'il y a pour avoir le visa et entrer au Canada, c'est quelque chose qui est lié un peu au destin, je pense, et que, bon, quand le destin commande, il faut comprendre et puis il faut continuer. Ça veut dire que, pour moi, ça c'est ma considération, c'est tout à fait personnel. Quand une aventure, un espace, une aventure, une tranche de vie est terminée, et j'aime beaucoup les Québécois quand ils parlent de leur vie antérieure. Donc, pour parler du passé, ils parlent de vie antérieure, et j'aime beaucoup cette expression-là. Ça veut dire quoi? On considère quand même la vie, c'est par différentes tranches. Ce que nous sommes aujourd'hui, ça n'a rien à voir de comparable. Quand vous regardez votre photo, personne. Et c'est vrai, comme disait David, moi, j'ai l'avantage de rentrer chez moi régulièrement, mais quand j'arrive chez moi, je suis complètement dépaysé là-bas. Quand je dis dépaysé, c'est-à-dire, je ne me sens pas du tout concerné par ce qui se passe là-bas. Dans quel sens? Dans le sens qu'il y a une vie qui est construite, qui a continué sans moi. Je pars en vacances, je suis une vacancière, je profite pour visiter les gens, je suis invitée partout, c'est le fun, j'oublie tout. Mais ma vie, c'est ici au Canada. Mes racines, c'est en Afrique, mais j'en ai fait pousser d'autres ici au Canada. Et le mélange des deux racines, ça donne la femme qui est devant vous aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Mama Fété. C'est très bien dit, c'est très beau. Tu veux ajouter quelque chose, Jean-Claude? Oui, il y a Kankou qui a réussi à ouvrir enfin son micro, donc elle voudrait intervenir. Ok, d'accord. Allez-y. Allô, vous me voyez? Oui. Oui. Bonne arrivée, enfin bienvenue. Bonne arrivée. Moi, c'est Kankou Kamara. Je voulais intervenir un peu, mais moi, je voulais surtout intervenir par rapport au thème d'aujourd'hui. Mais comme il y a une question qui est en cours, je vais donner un peu mon avis sur ça. En fait, moi, j'ai immigré au Canada, même en Europe, parce que j'ai étudié en Europe. C'est par choix. Je voulais vraiment venir étudier. Et une fois mes études, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir en Occident. Donc, le fait de quitter chez soi, aller ailleurs, ça ne fait que enrichir l'être humain parce que tu apprends, tu viens avec une culture
mais tu viens quelque part où tu vas apprendre davantage, mais dans ta tête, tu ne diras pas que j'ai rien à la tête, mais tu es tellement surpris par des choses que tu vois qui sont vraiment différentes. Par exemple, quand moi je suis venue, j'ai vu comment les femmes étaient valorisées dans ces pays-là. Donc, ça m'a poussé à rester, ça m'a poussé vraiment à avoir de l'expérience ici, à voir comment on traite les enfants, les femmes, comment l'être humain est vraiment valorisé dans ces pays-là. Donc, moi, c'était un choix et c'est bien aussi, comme on dit chez nous, même quand tu viens à l'étranger, même si tu n'as rien, comme monnaie, comme je ne sais pas comment vraiment exprimer ça en français, mais tu viens avec comme un bagage intellectuel, tu viens avec autre chose, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas le matériel, mais tu viens avec une tête pleine. Donc, moi, ça m'a vraiment attiré de rester ici pour apprendre davantage sur beaucoup de choses. Donc, c'était ça par rapport à la question. Mais l'autre question, le thème, se dire quand on se voit devant, quand je me vois devant un miroir, moi, je me vois en tant que femme, femme noire, femme voilée, femme émancipée, une femme qui a l'estime de soi-même. Parce que pour être accepté par les autres, il faut s'accepter. Je pense qu'on a un problème avec ça. Moi, au départ, c'est vrai que je n'ai jamais eu de complexe par rapport à ma couleur, ou même si j'ai peut-être j'ai vécu des choses, mais ça ne m'a jamais vraiment vexé autant que ça, parce que je me dis, si tu ne sers à rien, les gens ne font pas attention à toi. Souvent, on fait attention à une personne peut-être qui se dit, qui veut se battre, qui est là, qui n'est pas dans la rue, qui veut aller partout où les autres vont. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont arriver, mais il ne faut pas baisser les bras. Moi, quand j'ai commencé à chercher du travail, bon, je vais raconter quand même un peu d'histoire. Moi, avant, j'étais à Montréal, je travaillais là-bas et j'ai occupé quand même des postes de responsable, d'adjoint et tout. Et au départ, je ne n'étais même pas voilée, OK? Donc, j'allais au travail, mais on est comme complexé un peu en tant que femme noire surtout. Moi, quand j'allais au travail, je le dis entre nous, hein, on est comme une famille ici, je mettais mes perruques pour aller travailler. Pourquoi? Je mettais des perruques avec des cheveux lisses et tout ça. Je vais travailler peut-être pour ressembler aux autres, me sentir à l'aise. Je ne me mettais pas, même pendant l'été, les tenues africaines. C'est rare que tu vois les Noirs s'habiller dans leur tenue traditionnelle, venir au travail. Et moi, c'est les choses que je faisais, par exemple, pendant l'été. Donc, j'étais fière. Il faut être fier de ce qu'on est ou ce qu'on a. Mais c'est ça qui arrive. Souvent, on n'est pas fier. Alors, je mettais mes perruques et un jour, tellement je voulais les perruques qui tombaient sur ma tête, là, et j'étais avec ma responsable et je parlais, je rigolais et ma perruque est tombée. Alors, on était seulement deux. J'étais avec ma responsable. Heureusement qu'on était deux, ce n'était pas dans une réunion. Il n'y avait pas d'autres personnes, mais elle était surprise parce que tout le temps, elle pensait que c'était mes cheveux. Elle disait, mais tu as de beaux cheveux, c'est joli, tu changes de couleur. Alors que moi, je savais que ce n'était pas mes cheveux. Alors, à ce moment, je me suis regardée dans le miroir. J'ai dit, mais à quoi tu joues? Pourquoi tu veux ressembler aux autres? Pourquoi tu n'es pas fière de tes cheveux crépus? Pourquoi tu n'attaches pas ton foulard comme ta grand-mère dans les villages avec nos foulards, nos voiles et puis nos beaux vêtements? Où c'est vraiment culturel? Pourquoi tu veux ressembler aux autres? Et depuis lors, j'ai arrêté tout ça. Je me suis mise dans ma vraie peau. Et depuis lors, je suis fière encore de moi. Et quand je vais dans mes entrevues, parfois, tellement je doute, je dis, oh, est-ce que si je mets le voile, ils vont m'accepter, c'est mal vu, je suis noire, je suis voilée, ça ne va pas marcher. Mais j'ai pris mon courage. Et puis, je me suis foncée. À chaque fois que je mets mon voile, je vais m'asseoir, je fais mon entrevue. Parfois, ça ne marche pas. Peut-être moi, je ne le dirais pas. Ça peut être dû à mon voile, ça peut être dû parce que je n'ai pas vraiment les qualités. Mais s'ils ont besoin de toi, ils vont te prendre. Si c'est un poste qui te mérite, ils vont te prendre. Et c'est ça qui m'est arrivé. Je travaille avec fierté avec ça. Et j'ai remarqué aussi que dans le milieu
francophones, on est des francophones, mais il y a plus, on se sent plus rejeté dans ce milieu-là que dans le milieu anglophone. Moi, c'est mon constat. Les anglophones, je vous dis, les anglophones, ils vous mettent à l'aise. Ils vous mettent à l'aise dans votre travail, dans votre façon d'être, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai senti parce que j'ai travaillé 6 ans à Montréal. J'ai choisi Montréal parce que c'était un milieu francophone. J'ai étudié en France, c'est des francophones qui sont là. Je ne suis pas là pour critiquer, mais peu de temps que j'ai passé en Ontario, j'ai vu une grande différence. C'est pourquoi j'ai même décidé de ne plus retourner là-bas, parce que je suis à l'aise de travailler avec mon voile. Je suis à l'aise d'aller, je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, même en Ontario, mais le milieu francophone aussi, c'est là qu'il y a plus de racisme. Moi, je le sens, je l'ai senti et c'est la vérité. Merci, Kankou. Autre chose aussi que je voulais ajouter pour conclure. Oui. En ce qui concerne le racisme dans les écoles, mes enfants l'ont vécu. Hein. J'ai amené mes enfants dans les écoles francophones, mais je ne vais pas dire de nom, et ils sont toujours dans ces mêmes écoles. Mon fils aime beaucoup la politique. Il n'a que 11 ans, mais il ne fait que parler de politique. Alors, à chaque fois, quand il y a des élections au niveau de l'école, il se présente. Et l'année dernière, il a été élu. Il était en 5e année. Il a battu même ceux qui étaient en 8e année. Et d'habitude, quand quelqu'un est élu, on met son image sur on le félicite sur la page Facebook de l'école. Mais mon fils a été élu, on n'a jamais mis son nom, ni quoi que ce soit sur la page de l'école. J'ai même appelé la direction. Je dis, oh, j'ai vu pour les autres, mais pourquoi cette année, on n'a pas vu pour mon fils? Ah oui, on va le mettre, mais ça n'a jamais été mis. Jamais. Pourquoi? Pourquoi? Il était en 11e année, et non, il était en 5e année seulement, à 10 ans. Il a battu même ceux qui étaient en 9e année par sa façon de 8e année, parce que c'est élémentaire, et par sa façon de parler, de communiquer, de convaincre les gens. Il est aimé, mais jamais, jamais, jamais. C'est comme si ce n'était pas une fierté pour l'école de le mettre, de l'afficher comme premier ministre de l'école. Il a été élu premier ministre de son école. Pour les autres, on a toujours affiché chaque année, mais lui, jamais. Merci, Kankou. Merci bien. Voilà, oui. J'ai d'autres questions qui viennent, donc, et le temps est en train de diminuer, mais merci infiniment pour votre intervention. Elle a été formidable. Et j'espère qu'on peut ramener sur le sujet une autre fois votre fils et l'école qui n'accepte pas de mettre l'image. Ça pourrait être discuté. Oui, Jean-Claude, tu as une autre intervenante? Je vais demander à ceux qui se sont pas renommés de bien vouloir se renommer, parce que y a beaucoup qui ont utilisé le lien standard, donc ça affiche participants. Donc, c'est un peu compliqué de les interroger. Donc, de bien vouloir se renommer, de mettre leur nom, on pourra facilement les interroger ou d'écrire les questions dans le chat. Est-ce qu'on a des questions pour le moment? Non, pas de questions. Tu peux continuer. Merci. OK, merci beaucoup. Alors, j'avais la question de tout à l'heure qui était pour Jean, qui était par rapport au fait de pourquoi avoir quitté ton pays d'origine. Merci, Nafé. Les autres intervenants ont déjà parlé des situations d'insécurité ou de pauvreté des pays d'origine. Je n'y reviendrai pas dans tout le détail, mais le fait est que j'étais dans la même situation, à part que j'ai décidé de rester ici au Canada après mes études, parce que au départ, je pensais que j'allais retourner au pays, mais le pays était complètement chambouré. Situation d'insécurité, de guerre prolongée et tout, je ne reviens pas dans ces détails-là, mais j'aimerais surtout insister sur le fait que partout où l'on immigre, si on est prêt à être accepté, on contribue. Je contribue au pays d'accueil, tout comme l'exemple
de la maman qui vient de parler de son fils, le fils qui, tout jeune, contribue à la vie de son école. Les immigrants, qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, contribuent à leur terre d'accueil. Et c'est une dimension que l'on oublie parce que le Canada, par exemple, comme pays, ne pourrait pas exister, fonctionner sans immigration. La preuve est que tout récemment, on parlait du fait que l'on s'inquiète de l'état de l'économie du pays les années à venir parce que le flot d'immigration a chuté. Et n'oublions pas aussi que les gens qui posent souvent cette question, pourquoi as-tu quitté ton pays pour venir ici alors que ton pays aurait plus besoin de toi? Ce sont surtout les gens qui n'acceptent pas ou qui ne veulent pas accepter que l'immigrant peut apporter beaucoup au pays d'accueil. En tant qu'immigrant francophone, je répète encore, j'apporte ma contribution à l'immigration francophone, à la population francophone du Canada. Et surtout, je suis, comme Maman Fété, là où l'homme sème, j'essaie de porter des fruits et des fleurs. Et en tant que citoyen du monde, et surtout, partout où l'on est, si je parle de ma situation en tant que chercheur, éducateur, on éduque pour le monde, on éduque pour le monde entier, pour l'univers entier. Et je contribue à l'éducation, à la connaissance, à la recherche où je suis, et ça se répercute sur le monde entier. Un dernier point, enfin, l'autre point que je voudrais souligner, c'est que la diaspora, généralement, est rarement plutôt coupée des racines d'origine. Des pays comme le Liban ont été reconstruits dans les années 90, surtout après la Grande Guerre, beaucoup plus grâce plutôt aux revenus, à l'argent qui venait de la diaspora. Okay. Un pays comme l'Éthiopie encourage la diaspora à contribuer à son GDP, je crois, autour de plus de 60% de l'économie de l'Éthiopie et vient de la diaspora. Et un pays comme le Rwanda compte pour un grand pourcentage de son revenu national sur l'apport de la diaspora. Et c'est presque partout pareil. Hein. David a parlé de l'apport de la diaspora à Haïti. Oui, c'est un apport qui se fait sur place dans le pays d'accueil, mais qui se fait aussi dans le pays d'origine. Donc, c'est les deux côtés. Les deux côtés profitent de l'immigration. Ça, c'est très, très bien. Et, oui, si tu permets. Oui. Si tu m'autorises une minute, je voudrais rebondir un peu sur ce que Kankou a dit, parce que c'est extrêmement important pour l'enfant. On ne se rend pas compte en tant qu'adulte, parce qu'on est déjà éloigné de l'enfance, les blessures que nous traînons pour tout le reste de notre vie sont les plus fortes, les plus marquantes sont celles qu'on a eues pendant notre enfance. Et l'intérêt de ce panel, du moins pour moi, c'est justement en prévision de ce qui va arriver. Nous avons une jeunesse qui arrive là, n'est-ce pas? Les jeunes, nos enfants qui naissent ici, qui grandissent ici, et qui ne connaissent que le Canada comme pays. Quand ils vivent des cas ou ceux qui viennent tout petits, qui vivent des cas de racisme ou de discrimination comme l'enfant, ça le marque à vie. Et parfois, on se demande pourquoi les jeunes, les adolescents immigrants sont violents, réagissent de façon parfois irrationnelle. Mais c'est toutes ces blessures qui sont enfouies à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils gardent. Et c'est comme
c'est de la putréfaction au fond d'eux. Et là-dessus, vous avez des cas qui vont se rajouter là-dessus. Et quand on voit une maman comme ça qui est impuissante, en fait, son fils a bien travaillé. Et pourquoi on n'a pas affiché ça? Et si on ne lui donne pas la raison, parce que c'est très important aussi, que nous avons besoin en tant que communauté d'avoir toutes les raisons pour lesquelles, de comprendre pour quelles raisons on est rejeté dans tel cas, on est discriminé dans tel autre cas. Ça se pourrait que ce soit suite à une expérience malheureuse. C'est bon de le savoir. Sinon, quand on ne le sait pas directement, on met tout dans le panier de la discrimination, du racisme, pardon. C'est vrai. Alors que ça pouvait avoir une autre explication. On a besoin, et c'est pour ça qu'il faut absolument, en tant que communauté, on doit s'organiser, on doit réfléchir très sérieusement et on doit se prendre en charge. Il n'est pas question de se culpabiliser ici. Il est plutôt question de se regarder honnêtement et franchement dans le miroir et d'identifier, de pointer ce qui ne fonctionne pas, ce qui est dysfonctionnel et voir comment, ensemble, on peut arriver à trouver des solutions. Parce que nul n'a la solution, c'est l'ensemble, c'est toute la communauté ensemble qui devra, en apportant chacun sa petite contribution, sa réflexion, son idée, que nous arriverons à décoller sérieusement et véritablement. Merci, Maman Fété. Pour clôturer, sur la diaspora, non, c'est fini. Sur la diaspora, je clôture tout simplement parce que j'ai donné des chiffres. Au Congo, par exemple, mon pays, la diaspora, les revenus, en fait, l'apport de la diaspora figure, c'est le premier, sur la première ligne des revenus du Congo. C'est la diaspora. Très bien. Maintenant, merci beaucoup pour vos interventions. Nous avons parlé, et ça a été très bien, de 2 cas de racisme assez violents dont les enfants ont été victimes. Le petit qui a été tapé à l'école et le petit qui n'a pas son image et qui vit l'injustice au jour le jour. Ça s'appelle le racisme. Alors, quelle différence faites-vous entre ce racisme-là et un favoritisme? Est-ce que vous faites une différence entre les deux? Si tu permets que je te revienne. Oui. Je vais essayer d'être bref parce que l'heure nous fait la cour, là. Et je dirais que au départ, il y a tellement d'ambiguïté dans notre milieu, c'est extrêmement important d'éviter, et si on veut être crédible, c'est très important qu'on puisse faire la différence entre le favoritisme et le racisme. Et il ne faut pas oublier qu'on est en train de vivre dans un milieu où on nous accuse le plus souvent de jouer le rôle de victime. Et si on intervient et qu'on n'est pas crédible, on confirme le fait qu'on joue ce rôle-là. D'où l'importance de faire la différence entre le favoritisme et le racisme. Le favoritisme peut être un élément du racisme, mais le favoritisme n'est pas forcément du racisme. Si on peut voir la différence, c'est clair, parce que je me dis que on peut choisir quelqu'un à ta place, mais ce n'est pas forcément du racisme. Mais ça peut devenir du racisme quand le choix doit être fait entre 2 personnes et que tu es de race noire et que tu as le plus de compétences possible et que tu n'as pas été choisi. C'est extrêmement important, sinon, ce qui va arriver, c'est qu'on va jouer avec ces 2 concepts et la ligne est très mince en termes de différence. Et si, à tort, si je le dis bien, à tort, tout ce qui est du favoritisme, on l'assimile à du racisme, on devient peu crédible. D'où, dans notre lutte par rapport à un milieu exemple de discrimination, il ne faut pas non plus confondre ces 2 concepts, sinon on n'est plus digne de confiance, on ne prend plus au sérieux parce qu'on assimile tout au racisme. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, je ne veux pas aller trop loin, donner des détails, je me dis qu'il est presque... C'est justement ça, donc je suis en train de me battre avec le temps. Les interventions sont excellentes, donc c'est assez difficile, donc je suis prise entre le marteau et l'enclume. Maman Fété, un petit mot rapide sur favoritisme et racisme.
Je pense que David a très bien défini ça, effectivement. C'est deux notions qui sont différentes, en apparence proches, mais ce sont des faux amis. Favoritisme, ça se pratique partout, même en milieu canadien. Les patrons ont tendance à faire leur favoritisme pour telle ou telle raison. C'est ce qu'on appelle du réseautage. Oui, exactement, c'est ça, du cousinage en Afrique, du réseautage ici. Mais en fait, non, ça c'est un fait absolument humain et ça n'a rien à voir forcément avec le racisme, sauf si vous êtes… on ne peut pas tout exclure non plus. Hein, il se pourrait que vous tombiez dans un milieu extrêmement raciste et qu'on ne veut pas de vous, malgré vos qualifications, tout simplement parce que vous avez quelque chose qui déplaise. Ça arrive aussi, ça. On ne peut pas dire que non, mais en général, il faut toujours faire très attention à cette nuance. Et faire la part des choses. Jean, quelque chose à ajouter? Merci. Je n'ajouterai rien à ce qu'ils viennent de dire parce que déjà, ils ont tout dit et puis le temps file. Alors, merci bien. Alors, il y a Jidiri qui veut faire une intervention rapide. Oui. Alors, Jidiri demande ou dit: il me semble que les administratifs scolaires doivent livrer une marchandise prédéfinie et de ce fait, ils n'affichent la face qui ne plairait pas à la communauté d'accueil. Ceci résonne-t-il dans les oreilles de quelqu'un? Alors, qui voudrait intervenir? Je voulais intervenir. Ça, je l'ai écrit avant, mais je voulais intervenir par rapport, pour appuyer ce qui vient d'être dit par rapport au favoritisme et au racisme. J'y ajouterai la discrimination parce qu'il ne faut pas confondre discrimination et racisme. Et je sais que la Commission albertaine des droits de la personne, quand ils ont un délégué pour aller faire des formations dans des entreprises qui le demandent, ils te demandent à toi de ne pas faire des accusations farfelues. Il faut que si tu avances la cause du racisme, que tu fasses une comparaison. Est-ce que dans ce cas précis, il y a quelqu'un qui n'est pas de ta couleur de peau qui a bénéficié des avantages dont tu aurais pu bénéficier? Encore une fois, je vais être vulnérable et parler de moi-même. Quand dans mon conseil scolaire où je travaillais, un conseil scolaire francophone, il s'est avéré que une dame qui était conseillère en orientation, c'est là ma formation, je l'ai faite à l'UQAM, devait aller en congé de maternité. Alors, il devait embaucher quelqu'un pour le remplacement de maternité. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'ils n'ont pas eu de candidat, mais ils ont su que c'était mon domaine et puis ils m'ont proposé de la remplacer pendant tout le temps du congé de maternité. Ce qui est arrivé en parlant avec celle que je devais remplacer, et j'ai pu savoir que moi, j'allais gagner moins qu'elle. Et là, j'ai envoyé un courriel aux ressources humaines. C'est sûr qu'ils ont refusé, mais pour moi, j'avais atteint mon but de dénoncer ce qui avait eu lieu. Alors, vous voyez là, on compare deux personnes, c'est des faits, on compare deux personnes qui sont différentes par la couleur de la peau, qui ont une formation pareille, avec l'une qui a plus d'expérience, et là c'est moi, mais le traitement salarial est différent. La personne qui aurait dû avoir le même salaire, si pas plus, est payée moins que l'autre personne. Alors, il faut être capable de définir ce racisme, si racisme il y a. Ouais. C'est ça, je suis d'accord, Jidiri. On est en train de nous battre contre le temps, mais ton intervention est absolument parfaite parce qu'elle rejoint parfaitement la question suivante qui est avez-vous été témoin ou victime d'un acte raciste et quelle a été votre réaction? Tu nous as donné les deux exemples, c'est-à-dire les deux réponses, ce qui est arrivé et comment tu as réagi, n'est-ce pas? Alors, je te remercie beaucoup pour cela. Je passe maintenant la parole à nos panélistes. Je commencerai avec David.
Mais écoute, donc, par rapport à mon rôle, je travaille pour un conseil scolaire et je joue le rôle de délégué syndical, ce qui veut dire il y a beaucoup d'enseignants ici de la diversité qui viennent me parler de ce qu'ils subissent dans le milieu. Ce qui veut dire que je suis bien placé pour avoir une idée de ce qui arrive dans mon milieu. Et aussi, je fais partie du comité provincial et de mon syndicat, donc ce qui veut dire que j'entends parler de ce qui arrive dans d'autres milieux. Avoir été témoin de ceci, oui, continuellement, on m'en parle de la région, les nouveaux arrivants qui n'arrivent pas à avoir un poste permanent dans les conseils scolaires, alors que des jeunes de 21 ans qui n'ont même pas fini leur formation ont des contrats à long terme. Et on en voit partout dans la province. Deuxième chose, est-ce qu'on a été victime? Et je pense que c'est étrange hein, que je parle de même et je vais me mettre à nu. J'étais tout le temps très fier. Et je n'ai jamais voulu accepter que des choses que je vivais, c'était du racisme. Ma fierté m'empêchait de penser de même. Je me suis dit que comment quelqu'un oserait être raciste envers moi par rapport à qui je suis, ma formation, d'où je viens. Je ne voulais pas l'accepter. C'est drôle, hein? Et jusqu'à ce qu'un jour, une agente du syndicat venant de la France a mis les mots dans ma bouche. Et David, ce que tu es en train de vivre, c'est du racisme, il faut l'accepter. Mais je refusais de l'accepter pendant plusieurs années. Et j'étais trop fier pour dire que j'étais victime du racisme. C'est comme une faiblesse. C'est comme une faiblesse. Hein? Je ne voulais pas non plus, on dirait, ressembler aux gens qui se plaignaient tout le temps. Oh, on veut du racisme. C'est comme si je voulais éviter cette victimisation. Je voulais m'écarter de là. Alors, mais ce qui arrive en général dans le milieu de l'enseignement dont je fais partie, tu as deux choix. Ou bien tu acceptes ce que tu dois subir. Donc, on fait seulement de t'aimer, mais tu n'es pas respecté. Ou bien tu t'affirmes. Alors, à ce niveau-là, tu te crois dans un mur invisible, comme je l'écris dans mon livre, et tu es persécuté jusqu'à la fin de ta carrière. Et ce que je peux dire, ça peut fait partie de notre discussion. Je me suis dit que, écoute, et par rapport à mon expérience, par rapport à mon vécu en Ontario, environ 20 ans, je me dis que, écoute, je ne veux pas dire que j'ai gagné, mais j'ai surmonté cet obstacle. Mais je me suis quand même affirmé. Et c'est extrêmement important et que les gens comprennent que c'est extrêmement important de t'affirmer. Et quand on dit affirmer, c'est sans insolence, sans être impoli, sans manquer de respect. Mais quand tu commences à t'affirmer, on ne va peut-être pas t'aimer, mais on va te respecter. Et merci beaucoup. C'est là, c'est là la différence. Merci infiniment. Jean, rapidement, parce qu'on a une dernière question et nous n'avons que 9 minutes. Donc, si Maman Fété, toi, pouviez répondre en 2 minutes, ce serait très, très bien. Oh, je pourrais peut-être le dire un peu plus rapidement, mais bon. Témoin de racisme, ça m'arrive souvent, je le vois à gauche, à droite, autour de moi, dans les nouvelles. On n'a pas besoin d'y aller par 4 chemins. Moi-même victime. Heureusement que je suis venu dans ce pays avec une armure solide. Je ne pourrais pas comprendre comment j'aurais pu survivre si j'étais victime de racisme en tant qu'enfant ou jeune encore sensible, comme le cas de ces fils enfants. De Kankou. Oui, exactement. Oui. Ou bien de Djidiri. Mon enfant qui me dit que la conseillère académique dit systématiquement à tous les enfants d'origine africaine qu'ils ne peuvent pas rentrer à l'université, qu'ils devraient plutôt s'orienter vers le collégial. Mais je parlerai juste de cette micro-agression qui semble anodine, mais que
tout le monde, enfin la plupart des gens ont dû subir, celle de te demander d'où est-ce que tu viens. Au départ, je pensais que c'était juste une curiosité. Curiosité. Ouais. Et depuis ces dernières années, chaque fois que quelqu'un me pose la question, je dis, est-ce que tu veux une réponse brève ou une réponse longue? Est-ce que tu es prête à écouter mes explications? Est-ce que tu es prête à ce que je t'explique, ce que je pense, ce que je ressens quand tu me poses cette question? Si la personne est prête, oui, j'explique que c'est une question qu'on ne devrait pas poser comme ça de façon légère parce qu'elle a une connotation de tu n'es pas d'ici, tu n'es pas la bienvenue et tu mérites pas d'être là. Enfin, et généralement, je pose la même question, d'où est-ce que tu viens toi? Voilà. Merci bien, merci beaucoup, Jean. Maman Fété, as-tu quelque chose à dire, à ajouter avant que nous passions à la dernière question? Oui, je dirais rapidement que le racisme, ben, c'est dans l'air, quoi. C'est dans l'air. C'est à la mode. Oui, non, ça a toujours été à la mode. Ça fait partie de ces fondamentaux aussi longtemps que l'être humain sera vivant et aura le niveau de conscience qu'il a, parce que tout ça est lié au niveau de conscience. Et d'une part, c'est lié au niveau de conscience. Et d'autre part, comme je le disais, la personne qui pratique le racisme va regarder à 2 fois aussi en face de qui elle se trouve. N'est-ce pas? Dépendamment de la manière dont tu te présentes. Aussi, sa réaction sera conséquente, d'où cette perception, l'image qu'on projette et celle que l'autre reçoit et la réaction. C'est ça. Pour moi, ça reste là. Mais dans ce cas de racisme, ce qui fait le plus mal en tant que ressource communautaire, ce qui me fait le plus mal, c'est le racisme contre les enfants. Je reprends la question de Jean. Et ça, nous n'avons pas assez de temps, Maman Fété. Non, juste une minute. C'est très important. L'enfant, Jessica, ma petite fille qui est à Montréal maintenant, elle était à la garderie. On lui demande d'où tu viens, elle dit je suis québécoise. Elle devait avoir 3 ou 4 ans. Et on dit oui, mais de quel pays tu viens? Et je me souviens très bien, je suis allée la chercher à la garderie, elle me dit oui, mais qu'est-ce qu'elle avait dans la tête en me posant la question? Et ça fait partie des choses qui doivent changer. Parce qu'un enfant qui est né au Canada, pour cet enfant-là, il est canadien. Il faut le laisser comprendre le contexte en grandissant, que les parents l'instruisent. Mais quand on commence dès le berceau à faire comprendre à l'enfant au niveau de la maternelle, parce que pour moi, le problème, la racine, c'est la maternelle. Tu viens d'où à un enfant de la maternelle qui ne comprend pas? C'est très grave, ça. C'est très, très grave. C'est stigmatisant. C'est vrai. C'est très, très vrai. Alors, pour continuer, quelle est donc ta contribution concrète et personnelle dans la lutte contre le racisme? Voilà. À qui? Mais je commence par toi. Puisque tu es si passionné. Continuons. Tu as 1 minute. Ma contribution serait tout simplement que nous poursuivions ce genre de discussion jusqu'à ce que petit à petit, il y ait un mécanisme qui soit mis en place et qui permette à la communauté de prendre conscience que nous avons aussi, pas je dirais une part de responsabilité, mais il y a un travail qui doit être fait absolument de notre côté parce que nous sommes le problème, donc forcément, nous sommes la solution. La solution se trouve chez nous. Et donc, nous devons assumer cette partie-là. Je vais terminer, tu vois, je ne vais pas être long, par une citation de Gandhi que je trouve fantastique. Le jour où l'esclave décide de de ne plus être esclave, ce jour-là, ses chaînes tombent. Yes. Merci beaucoup, Maman Fété. Voilà. Merci beaucoup. Jean? Ma contribution, l'une des contributions, c'est dans l'éducation. L'éducation, pas académique nécessairement, mais faire comprendre aux gens d'origine africaine que ce sont des personnes
qui ont une histoire, un passé glorieux et qu'ils ont des repères importants sur lesquels chacun doit se baser pour affirmer sa personne, sa personnalité, son Ubuntu. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Jean. David, le mot de la fin? Bon, j'aimerais bien finir avec la belle citation de Maman Fété, là, de Kennedy. Ça irait super bien. Mais je me dis qu'en termes de contribution, écoutez, je fais partie du comité provincial en train de conseiller le CA, de mon syndicat, à voir différemment et leur politique, bien sûr, ainsi que leur intervention par rapport à la diversité. Et je peux dire aussi que le fait de participer à des panels de même, être panéliste avec ces choses extraordinaires, c'est une sorte de contribution, bien sûr, à cette cause. Et qu'on en discute, bien sûr, et qu'on puisse trouver une solution. Comme je le dis souvent, c'est un véritable marathon, c'est pas un sprint, ceci. Et je pense que je fais toujours la promotion du multiculturalisme et dans les différents endroits où je travaille. Et pour finir, ce que j'espère, bien sûr, de tout cœur, j'ai un souhait. Je viens de rédiger un livre sur le racisme systémique et ça devrait être, bien sûr, publié bientôt. Mais comme c'est que je travaille là-dessus et le manuscrit est prêt et j'espère que cette contribution, ce livre devrait permettre aux différentes institutions canadiennes de voir comment se manifeste, bien sûr, le racisme systémique dans les institutions et quoi faire, bien sûr, pour y remédier à ceci. Merci beaucoup à vous trois, Fété, Jean et David. Ça a été une discussion très enrichissante. Merci Kankou, Djidiri et tous ceux qui ont participé. Ceci clôt donc notre soirée de discussion. Jean-Claude, je te passe la parole. Merci encore d'y avoir participé. Merci à tous nos participants qui sont en ligne et qui nous suivent. Merci beaucoup, Nafé. Je remercie nos panélistes pour toutes les informations qu'ils ont bien voulu partager avec nous. Je remercie également les participants qui ont bien voulu partager leurs expériences, qui se sont mis à nu, qui ont partagé avec nous ce qui les vraiment les touché à cœur. Je les remercie beaucoup. Et je voudrais vous inviter au débat de clôture qui aura lieu demain 6 à 18h. Et le thème, c'est la discrimination fondée sur la race et l'origine ethnique. Existe-t-elle vraiment dans nos communautés d'accueil du centre-sud-ouest? Si oui, quels sont les impacts sur l'intégration des immigrants francophones? Je crois que nous avons déjà commencé à en discuter ici avec des éléments de preuve. Demain, nous allons clôturer avec ça. Et pour cela, vous pourrez vous enregistrer si vous n'avez pas déjà fait. Allez sur le site du réseau qui est réseausoutien.org. Dans la rubrique Activités, Semaine nationale de l'immigration, vous allez trouver le lien. J'ai également mis le lien dans le chat. Vous pouvez regarder dans le chat pour pouvoir commencer à vous enregistrer. Et nous allons clôturer la semaine avec ça. Merci d'être venu parmi nous. Merci pour tous vos partages. Merci à nos panélistes. Merci à Maman Fété de Sophie Franck qui s'est donné beaucoup pour que nous organisons cette rencontre. Et on espère qu'on vous aura toujours et on ne va pas s'en tenir là et qu'aujourd'hui, ce n'est que le début de la réflexion et qu'on va pouvoir développer des réflexes pour lutter contre cette problématique qui touche beaucoup de monde. Merci Nafé. Merci à vous tous. Et au revoir.